particulièrement à ce domaine. Merci Cédric. Bonjour à tous et merci d'être présents ce soir. Donc effectivement, comme l'a dit Eric, je suis médecin généraliste. Je suis aussi hypnothérapeute, en fait, je partage mon activité entre l'hypnose et la médecine générale. Et en fait, depuis 4 ans maintenant, en fait, je me suis spécialisé dans la médecine fonctionnelle. Donc, je fais de la médecine fonctionnelle. J'ai passé 2 diplômes concomitants, un de physionutrition clinique et biologique et un de phytoaromathérapie. Et je continue à me former actuellement. Je continue parce qu'en fait, le problème de la médecine fonctionnelle, c'est que ce sont des domaines tellement vastes que du coup, en fait, on n'a jamais fini de se former. Alors, la médecine, c'est déjà vaste. Quand on découvre d'autres pans de la médecine, comme la médecine fonctionnelle, effectivement, on a toujours plein de choses à faire. Donc, c'est vrai que c'est génial et hyper intéressant. Et du coup, on continue encore. Là, à ce moment, je suis en train de me former. Effectivement, je continue à travailler sur l'hormonologie parce qu'effectivement, c'est un domaine qui est excessivement intéressant. Alors, je travaille avec mes collègues gynécologues et puis et urologues, mais le truc, c'est que ce qui est chouette en médecine générale, c'est qu'on a la capacité de prendre un peu de recul. J'ai la chance de travailler ici, j'échange aussi régulièrement avec notre collègue endocrinologue Sébastien Nunes, donc on s'envoie des petits mails aussi, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un grand enjeu à travailler tous ensemble. Alors c'est vrai que l'hypnose se développe beaucoup, et moi j'envoie les patients que je ne peux pas recevoir à d'autres collègues que je connais. Et voilà, donc vous me connaissez peut-être aussi parce que je fais de la préparation mentale, je m'occupe des sportifs de haut niveau, et notamment des champions de surf, notamment Kao Olivas et Aïe Firo, et Mimana Rai, dont la maman est là aujourd'hui, la sœur aujourd'hui. Voilà. Donc je vais vous faire une petite présentation. Alors, je suis assez rapide, je pense qu'il y en a au moins pour 2 jours de présentation, donc je vais essayer de faire simple et assez rapide. Donc voilà, en fait, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est le microbiote? Aujourd'hui, on va parler de microbiote et de son lien possible avec l'obésité. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, virus, champignons et archées qui vivent dans un environnement spécifique. Donc en fait, vous voyez qu'ici, on a plusieurs microbiotes possibles. On a le système digestif, et ça comprend aussi le système oro-buccal, donc toute la ligne digestive, avec l'estomac qui a son microbiote, on a l'intestin grêle qui a son microbiote, le côlon également qui a son microbiote. Et toutes ces bactéries sont différentes en fonction de l'endroit où on va les prendre. On a le microbiote cutané, donc on a aussi un ensemble de bactéries importants sur la peau. Les femmes qui sont en âge, toutes les femmes globalement, elles doivent connaître aussi celui-là, c'est le microbiote en fait de la flore vulvo-vaginale, qui peut donner aussi des infections vaginales qui peuvent être problématiques. Et on a aussi un microbiote dans la vessie. Donc en fait, on a des microbiotes un peu partout, et ces microbiotes-là ont un impact majeur sur notre santé en général. Et il y a des études en ce moment qui sont en train d'être travaillées. Il y a certains scientifiques qui émettent la possibilité, alors qu'on pensait que ce milieu était complètement stérile, qu'il existe un microbiote à l'intérieur du cerveau. Et là, du coup, les scientifiques actuellement sont en train de se poser plein de questions. Il y en a qui sont d'accord, d'autres pas d'accord. Il y a eu des tests qui ont été faits qui ont montré qu'en fait, il y avait la présence de bactéries dans du liquide céphalorachidien, et au fait, d'autres scientifiques ont dit que c'était des contaminations. En tout cas, le débat est ouvert. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez combien on a à peu près de bactéries dans notre corps en entier? Et allez-y largement. Bon, allez, vous êtes un petit peu. Combien de zéros on met après le nombre de bactéries? 6, un peu plus que ça. Combien? 9, un peu plus que ça. 12. Plus encore. 12, j'ai entendu là. Qui est à ma gauche, j'ai 12, combien? 14. 10 puissance 14 bactéries dans le tube digestif. D'accord? Exclu les autres microbiotes. D'accord? Donc 10 puissance bactéries, ça fait 100 000 milliards. D'accord? Donc, voilà, du coup, je voulais vous faire cette petite analogie. Alors moi, j'aime bien faire j'aime beaucoup faire des petites anecdotes en fait dans mes conférences. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il est friand d'histoire. Donc votre cerveau, il adore les anecdotes, et du coup, ça va activer 2 choses. Ça va activer la mémoire rétrograde et la mémoire antérograde. Donc, si je vous raconte une anecdote, vous aurez retenu plus que je vous ai dit avant et après. Et donc cette image-là, pourquoi je l'ai comparée?
Cette image-là, c'est l'image d'un artiste qui s'appelle Pablo Carlos Budassi, qui a fait en fait une carte algorithmique, une carte logarithmique de l'univers observable. Donc vous voyez ici, c'est notre Soleil au milieu. Et en fait, ça, c'est la visualisation artistique de l'intégralité de l'univers. Je ne sais pas si vous le trouvez, moi je trouve que ça ressemble bizarrement à un œil. Ouais, c'est ça, effectivement. Et il en a fait ici, donc je vous invite à aller voir son site, c'est assez exceptionnel. Et du coup, il a fait en fait plein de petites illustrations comme ça qui nous donnent un peu l'idée de l'importance de l'univers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 10 puissance 14, ça fait donc 100 000 milliards de bactéries. Pour vous donner une petite idée, dans l'univers en étoiles, il y a à peu près 10 puissance 23 milliards d'étoiles. Dans notre corps, il y a à peu près moins de bactéries, il y a 10 puissance 13. Il y a à peu près 10 000 milliards de cellules. Donc, globalement, vous êtes plus un gros tas de bactéries entourées de cellules humaines, moi aussi, que, en fait, l'inverse, c'est-à-dire en fait, des microbiotes des bactéries qui sont à l'intérieur de notre ventre. Et en fait, en gros, vous avez plus de bactéries dans votre tube digestif qu'il y a d'étoiles dans la galaxie, dans notre galaxie à nous. C'est pour ça que je voulais faire cette petite comparaison. Donc 10 puissance 14. Il y a 1 à 2 kg de bactéries dans votre ventre. D'accord? Ça fait beaucoup, hein? Et dedans, ça représente l'équivalent de 3 millions de gènes. Est-ce que vous savez combien on a de gènes, nous, dans notre génome, de gènes qui expriment des protéines, à peu près? Elle vous donne 20 000. On a, nous les humains, dans notre génome, 20 000 gènes qui expriment des protéines. Vous avez 3 millions de gènes à l'intérieur de votre ventre. Donc c'est un milieu, c'est un univers exceptionnel. Il y a plus de 1000 espèces différentes. Et ça ressemble à un truc comme ça. Donc ça, c'est toutes les possibilités, c'est l'arbre phylogénétique des bactéries. Et donc en fait, c'est énorme tout ce qu'il y a en termes d'espèces de bactéries à l'intérieur de notre ventre. Donc il faut les entretenir en fait, il faut les chouchouter ces bactéries. C'est important, donc après, je vous ai mis les références scientifiques, c'est que si vous voulez accéder à la présentation, j'ai mis toutes les références scientifiques de ce que j'explique là et ce que j'amène au cours de ma conférence. Donc c'est un monde entier, d'accord? Et ce monde entier, il a des impacts très très importants sur notre santé. Donc, hop, je vais vous faire une petite digression quand même sur la clinique, parce que moi je suis un clinicien, je vois des patients tous les jours. Et donc sur la clinique de ce qu'on appelle la dysbiose. Qu'est-ce que c'est une dysbiose? Alors on a parlé tout à l'heure, c'est une perturbation du microbiote intestinal. Et donc cette dysbiose, il y en a deux grands types. Il y a celle-là, et il y a celle-là. D'accord? Celle-là, pourquoi je vous ai mis ça? Une femme avec une pizza, d'accord? Et un homme avec un steak. Alors voilà, en fait, parce que les deux grands types de dysbiose qu'il y a, c'est ce qu'on appelle la dysbiose de fermentation. Et la deuxième, c'est la dysbiose de putréfaction. Alors, c'est sympathique hein, comme nom, hein, je veux dire. Vous voulez une anecdote aussi, une autre? On peut vous identifier grâce à l'analyse. En fait, on a les empreintes digitales avec les doigts. Hein. On peut aussi vous analyser avec la composition de vos flatulences. Donc vous êtes reconnus, chacun a des flatulences spécifiques qui fait que si on analyse vos faits, on vous reconnaîtra. Donc attention, je vais faire un modifier aussi. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, quand le microbiote est équilibré, ça se passe bien. Quand il se déséquilibre, ça donne des symptômes. La dysbiose de fermentation va donner plutôt des douleurs dans le côlon droit. C'est là où ça fermente essentiellement. Ça donne des ballottements, des femmes, parce que en fait, c'est plutôt les femmes qui sont touchées, et qui consomment éventuellement beaucoup d'hydrates de carbone, donc de sucre. Et donc ça va donner donc constipation, ballonnement, des gaz qui ne sont pas odorants et des difficultés à digérer. Et donc la deuxième, c'est la putréfaction. Alors c'est plutôt, effectivement, cliniquement, plutôt des hommes. Ces hommes plutôt ont tendance à consommer trop de protéines d'origine animale, et du coup ça donne des douleurs plutôt à gauche, avec des tendances à la diarrhée, et éventuellement des douleurs aussi abdominales, et des gaz qui sont plutôt odorants. Parce qu'il y a de H2S, en fait il y a des dérivés sulfurés dedans qui font qu'on les reconnaît. Au passage, une autre anecdote encore, j'en ai plein pour vous. Vous savez, je ne sais pas si vous avez ça, quand j'étais petit, j'ai joué à ça aussi, je crois que tout le monde l'a peut-être essayé. C'est très dangereux, il ne faut pas le faire. Des gens qui ont essayé de voir si on pouvait enflammer ses faits. En fait, oui, vous allez adorer parler de système digestif. À peu près 30 à 50% de la population globalement produit du méthane.
Donc en fait, c'est lié aussi à notre microbiote et donc à ce qui se passe dans notre ventre. D'accord? Et donc ça donne, la dysbiose peut entraîner ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale. On appelle ça en anglais le leaky gut syndrome. En gros, ça donne un intestin qui devient perméable à des choses dans lesquelles il ne doit pas être. Et donc ça, c'est très problématique. C'est une petite notion en fait, de jonction serrée. Ça veut dire des petites jonctions normalement qui fait que notre système digestif il est étanche et qu'il n'est pas censé être en contact avec le milieu intérieur. C'est quelque chose qui est imperméable, mais en fait il devient perméable. Et du coup ça laisse passer plein de choses. Ça laisse passer des bactéries, ça laisse passer des virus, ça laisse passer des choses qui ne doivent pas passer normalement, comme du calcium en excès ou d'autres éventuellement d'autres substances comme des hormones et des perturbateurs endocriniens. Donc effectivement, c'est important d'avoir un intestin qui soit imperméable et qui marche bien. J'ai une amie à moi qui est dentiste et elle a fait sa thèse sur l'impact du détartrage sur le soin des tendinites. Alors là, il va falloir commencer à voir. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez des dents en mauvais état, vous allez avoir plus de risques d'inflammation chronique, donc plus de tendinite potentielle. Et donc les gens qui ont des tendinites multiples, il faut essayer d'aller voir est-ce qu'il n'y a pas de l'inflammation quelque part. Dans les petites histoires un petit peu, vous connaissez Didier Deschamps? Qui connaît Didier Deschamps? C'est bon, tout le monde le connaît. C'est vrai, pas personnellement. Mais est-ce que vous avez vu des photos de Didier Deschamps en 98? Non, Didier Deschamps en 98, il a des dents pourries, d'accord? Est-ce que vous avez vu Didier Deschamps à la dernière Coupe du Monde? Il a des dents, c'est des trucs de piano, le truc. Et en fait, c'est parce que maintenant, les sportifs prennent en charge leurs dents de façon excessivement importante pour éviter les blessures, pour éviter les tendinites, pour éviter les déchirures. Et du coup, ça a un impact très important d'aller se faire détartrer les dents régulièrement. Et donc, ce microbiote-là, avec les analyses, dont certaines peuvent se faire ici, on peut l'analyser. On peut l'analyser de manière très intéressante. Donc là, ce qu'on peut faire ici, on ne peut pas faire de carte microbiotique à Tahiti, parce que c'est trop compliqué. On a une biologiste ici qui est là, qui pourra nous en dire plus. En tout cas, on peut faire des tests indirects du microbiote en analysant dans les métabolites qu'il y a dans les urines. En gros, les bactéries spécifiques que vous avez, les champignons spécifiques que vous avez, vont produire des métabolites qu'on va retrouver dans les urines. Et en fait, ces métabolites-là peuvent être analysés, nous donnent une idée un petit peu indirecte de ce qui se passe dans notre ventre. C'est excessivement intéressant, même si ce n'est pas parfait, ça nous donne des idées. Ça, c'est une carte de mes patientes. À gauche, vous avez en fait la partie qui est la partie bactérienne. Et du coup, ça nous donne vraiment des trucs sur... Là, il est plutôt bien celui-là. Hein. C'est un bon microbiote ici, donc avec les dérivés qu'on mesure. Et puis de l'autre côté, la partie fongique qui est un petit peu moins bien. D'accord? Et en fait, cette patiente, elle a une candidose digestive chronique depuis des années, qui a carence en vitamine C. Personne n'avait trouvé, et effectivement, elle a une carence chronique en vitamine C qui lui donne plein de symptômes, et ça vient en partie de sa candidose digestive chronique. Donc ça, c'est quand même c'est excellent, enfin, c'est vraiment intéressant. Et il y a des labos, donc ce test, nous, on peut le faire à l'ILM. Ici, il n'y a que l'ILM pour l'instant qui le fait. Et il y a d'autres laboratoires qui font du coup les cartes microbiotiques en France. Non, hop. Je ne maîtrise pas encore, je viens juste d'avoir celui-là et du coup, pas encore parfait. Hop. Donc, oui, il y a quelques laboratoires qui font du coup des cartes microbiotiques comme Cerba, il y a Servier et puis Cinelab qui font aussi des cartes microbiotiques. Donc on peut aller analyser, j'ai des patients de temps en temps qui reviennent avec des cartes du microbiote et du coup on s'amuse à regarder quelle bactérie est en excès, quelle bactérie est en sous-expression et du coup on essaie de trouver les probiotiques les plus adaptés pour équilibrer la flore digestive. Hop, je vais aller parce que du coup, voilà, donc maintenant, on va voir ensemble le lien qu'il y a entre l'obésité et le microbiote. Parce que c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et en fait, le fait d'avoir un microbiote déséquilibré participe notamment à la survenue d'un surpoids, voire d'une obésité. Alors, vos amis, ils sont mignonnes, hein, vous avez vu. C'est une étude qui avait été faite, elles sont trop mignonnes. Je sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas les souris. Voilà. Et en fait, une petite étude qui date de 2013, donc ça date un petit peu, c'est ce qui a donné un petit peu, ils ont pris des souris jumelles et puis ils ont transplanté
ils ont transplanté en fait à une le microbiote d'une souris obèse et à l'autre le microbiote d'une souris mince. Et en fait, la souris à qui on transfère du microbiote d'une autre souris obèse va devenir obèse, même sans changer son régime alimentaire. Donc ça, c'est vrai que c'est important, c'est ce qui a donné un petit peu les premières idées par rapport au microbiote. Ça aussi, c'est mignon. Pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est que quand est-ce qu'on acquiert son microbiote? Son microbiote, on l'acquiert à la naissance, et en fonction de notre voie de naissance, on ne va pas avoir le même microbiote. En fait, si vous naissez par voie basse, le bébé à naître va être colonisé par les bactéries du système digestif et du système génital de la maman. Du coup, il va avoir déjà des bactéries qui sont intéressantes. S'il naît par césarienne, il va être colonisé majoritairement par le microbiote de la peau, et du coup, ça va pouvoir éventuellement poser problème. Et en fait, les enfants nés par césarienne ont plus de risques de devenir obèses avec le temps. Donc c'est vrai que c'est un moment où il y a eu un moment cette idée des césariennes qu'ils appelaient de complaisance, en tout cas de confort, pour éviter d'avoir un accouchement par voie basse. Et en fait, ça a des problématiques malgré tout au long cours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, ça veut dire que du coup, il faut pouvoir réfléchir à comment on fait. Et il y a eu un moment quelque chose qui se faisait, qui faisait hurler. Moi, j'ai des collègues sages-femmes au début, quand c'est arrivé, il y a des femmes qui étaient un petit peu sensibles à ça, et en fait, elles prenaient des sécrétions en fait, du liquide amniotique et elles les badigeonnaient sur le visage du bébé. Et en fait, c'est pas une mauvaise idée. Faut le faire. Si on peut le faire dans le soin, c'est mieux, mais je sais que c'est un peu vite. Et pour vous dire, on est aussi là pour parler de recherche sur tout ce qui est le microbiote et l'obésité. Quand on fait une recherche sur PubMed, il y a 11 000 entrées, donc 11 000 études. Elles ne sont pas toutes intéressantes, mais c'est un milieu qui augmente. Et vous voyez depuis 2000 l'explosion du nombre d'études sur le microbiote et comment dire, l'obésité. Donc comme je sais que là, ça c'est pour faire plaisir à Alain, j'en prends encore juste après. Je vous ai mis une petite diapo là pour dire, effectivement, en fonction d'une personne qui est on va dire de corpulence normale et une personne qui est en surpoids, on n'a pas donc on n'a pas les mêmes problèmes, enfin on n'a pas les mêmes microbiotes et diversité du microbiote. On a chez les hommes, des personnes normales plutôt des bactéroïdétes, des protéobactéries, et on a plutôt une prolifération de firmicutes et de grammes négatifs chez les personnes obèses. Donc ça c'est important, et ce qu'on voit aussi par rapport à l'intégrité du système digestif, c'est qu'on a de l'inflammation et on a une augmentation d'une protéine qu'on peut doser en fait en activité courante, qui coûte assez cher, ça s'appelle la LPS, et du coup on peut doser ça pour avoir un peu une idée de l'inflammation intestinale. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que ça entraîne des désordres métaboliques, une augmentation de l'insulinorésistance, une augmentation du LDL cholestérol, des triglycérides, de l'adiposité, et voilà, deux points insulinorésistants. Donc voilà, on a déjà, on a plein d'études intéressantes, et elles sont toutes récentes. On a du coup une étude qui date de 2023 avec une équipe française, c'est pour ça que je vous l'ai mise aussi. Et puis des études un petit peu plus anciennes, 2013, sur la richesse du microbiote humain. Ça va pour l'instant? C'est parti. Et ça, donc pour faire plaisir, parce que je sais que ça faisait plaisir à Alain, je vais vous parler d'Akkermansia. C'est mignon, hein, Akkermansia muciniphila. Et donc, ça ressemble à ça, un microscope électronique, c'est tout mignon. C'est une petite bactérie qui, en fait, quand elle est présente, a un côté protecteur en fait sur le microbiote et sur la perte de poids. Donc selon cette étude-là, pareil, qui date de 2019, elle augmente la sensibilité. Le fait d'avoir la présence d'Akkermansia, c'est-à-dire en supplémentant cette bactérie chez des gens qui n'en ont pas insuffisamment, elle augmente la sensibilité à l'insuline, elle baisse le cholestérol total, elle permet de perdre du poids et de la masse grasse, et du coup elle baisse les marqueurs d'inflammation, la dysfonction hépatique, et sans effets notamment indésirables qui sont notés. Je vous ai mis aussi parce que je sais qu'il reste très humble, et du coup je cite à chaque fois Alain parce que ça vient du livre qu'il a écrit, ce petit article sur Akkermansia. Et donc je pouvais pas. Tu as fait un chapitre dedans d'ailleurs. Hein? Tu as écrit un chapitre dans ce livre. Ouais, j'ai écrit un chapitre effectivement avec Alain. On va le remettre si jamais. On va le mettre sur mon ordinateur. C'est bien l'iPad, mais du coup, c'est moins pratique que ce que je connais.
continue. Donc je voulais vous parler là, je ne pouvais pas faire la conférence sans vous parler de ce qu'on appelle le gut-brain axis, c'est-à-dire l'axe intestin-cerveau, parce que comme disait Alain tout à l'heure, dans les choses importantes, 90% de la sérotonine de notre cerveau, qui est utilisée dans notre cerveau, elle vient de l'intestin. Donc en fait, c'est les bactéries du tube digestif qui permettent la sécrétion de la sérotonine de notre cerveau à partir du tryptophane. D'accord? Et dans cette autre étude, là ça c'est chez les souris et chez les humains, ça module aussi 50% de la sécrétion de dopamine du corps. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'excessivement important qu'il faut garder dans un petit coin de la tête, c'est qu'on peut avoir des gens qui font une dépression après un traitement antibiotique lourd. Et bien ça peut venir aussi du microbiote. Donc c'est vrai qu'on garde ça dans un petit coin de la tête aussi, parce que là, pour l'obésité, ça veut dire que certaines carences en neuromédiateurs, comme celle en sérotonine, va donner des compulsions aussi sucrées, comme on parlait tout à l'heure. Donc la carence en sérotonine peut donner des compulsions sucrées en fin de journée. Et donc ça peut jouer aussi sur la prise de poids. Vous voyez, pareil, on a toujours des études qui sont à la clé derrière tout ça. Une étude là, qui date de 2017 sur l'impact en fait, de l'axe cerveau-intestin sur l'obésité. C'est une petite digression. Et comme il y a un truc qui est important, c'est cool de parler d'études. Maintenant, comment on fait pour essayer d'avoir un microbiote sain? Parce que c'est important, on a plein de variabilités génétiques. Alors déjà, je vous donne une idée. Ça, c'est pas une bonne idée pour garder un microbiote sain, d'accord? Ça marche pas. Et en fait, il y a plein d'études qui ont montré que les gens qui consomment du fast-food, ils ont 30% de risque de faire des dépressions en plus des problématiques qui sont liées aux problématiques cardiovasculaires, tout ça. Donc, il y a aussi vraiment un lien important avec le microbiote. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Effectivement, on va plutôt privilégier un régime qui est un régime riche en fibres. D'accord? Donc, le régime méditerranéen, c'est un exemple, mais on n'a pas que celui-là. On a aussi ce régime-là. Parce qu'en vrai, le régime tahitien, quand il est fait comme on le faisait avant, c'est un régime qui est fait avec, effectivement, il y a beaucoup d'hydrates de carbone, mais il est adapté à l'activité physique qui est liée à la pêche, à la chasse et à tout ce qui va avec. Et donc, effectivement, on a aussi des qualités en fait, d'hydrates de carbone, de glucides qui sont de très bonne qualité. On a par exemple les patates douces, tous les légumes racines, c'est excessivement intéressant en termes de santé et de microbiote. Donc, ça a montré vraiment l'impact positif sur le microbiote. Et les bananes feuillues aussi. Donc on a toutes ces choses-là. Si vous rajoutez du lait de coco et en plus si vous mettez du fafarou, à ce moment-là vous avez un peu de fermenté et ça va vous aider à avoir un bon microbiote. Il faut le manger, mais c'est important. Ça veut dire que le mitiwé c'est du lait de coco fermenté. Donc en fait le lait de coco fermenté va jouer pour enrichir le microbiote. Donc on a besoin de ça aussi. Donc c'est pas que on parle toujours du sacro-saint régime méditerranéen, c'est très intéressant, mais alors il faut faire un prêt pour avoir un régime méditerranéen cette année, ça coûte un peu cher. Donc du coup, on peut faire ça avec des produits locaux. D'accord? Une autre petite diapo. Ça, à votre avis, c'est quoi qui peut entretenir le microbiote? Oui, on a Tounouille qui est là aussi. Le jeûne intermittent et le jeûne aussi pratiqué correctement a des impacts positifs sur le microbiote, et notamment sur Akkermansia. Donc il va sélectionner des bactéries intéressantes qui vont aider à la fois pour la problématique de l'obésité, mais aussi mais indirectement aussi pour indirectement sur l'obésité et directement sur le microbiote. Donc j'ai emprunté cette diapo au docteur Vincent Renaud, qui est un de mes professeurs, un super très très bon enseignant. Il est enseignant donc, à la faculté de Grenoble, et en fait il compare le microbiote à un terrain de golf. D'accord? C'est un peu ça qui se passe. Ça veut dire qu'en fait, le microbiote, c'est comme un green de golf. Si vous mettez 10 jours d'antibiotiques, ça ressemble à ce qui se passe là. D'accord? Donc vous allez avoir, c'est un coup de désherbant. Donc ça ne veut pas dire encore une fois qu'il ne faut pas utiliser des antibiotiques, c'est-à-dire qu'il faut savoir les utiliser au bon moment et pour la bonne raison. Et donc mettre des antibiotiques à tire-larigot comme on a pu voir à un moment pour les enfants. Alors, chose exclue ici de la problématique qu'on peut avoir du RAA, qui est complet mais qui rend vraiment les choses compliquées. Je ne sais toujours pas pourquoi, on avait parlé aussi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des tests de diagnostic des angines, je ne sais pas, ici en France on fait beaucoup des tests diagnostiques qui évitent de prescrire des antibiotiques. C'est vrai qu'ici on a un antibiotique assez facile parce qu'il y a le RAA, notamment chez les enfants. Donc après, si vous laissez repousser après avoir mis du désertant, vous avez des mauvaises herbes. Après c'est ce qui se passe avec votre microbiote. Donc en gros, les probiotiques,
c'est quoi? Parce qu'on va en parler aussi un petit peu. Hop. Les probiotiques, c'est comme remettre un petit peu des graines sur le compost. Le compost, c'est de l'engrais, donc c'est des probiotiques, c'est des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qu'on trouve dans les fibres alimentaires. On a plein de différents. On a l'inuline, par exemple. On a ce qu'on appelle les phospholigosaccharides, les fructooligosaccharides, pardon, qui vont aussi être présents et qu'on a beaucoup dans toutes les fibres alimentaires, les fruits et les légumes. Et on parlera juste après des postbiotiques. Les postbiotiques, on parle un petit peu, ça fait quoi? Ça fait 2 ans à peu près qu'on parle des postbiotiques, plus qu'avant. C'est les produits qui sont issus de certains métabolismes. Par exemple, les bactéries, elles vont aider à dégrader ce qu'on appelle les acides gras chez le peau et produisent des produits comme le butyrate qui sont extrêmement intéressants parce que ça enrichit le microbiote. Donc c'est vrai qu'on peut aussi jouer sur ces 3 facteurs-là. Et la transplantation fécale, c'est en fait, ça c'est un truc aussi, moi je suis originaire de Saint-Brieuc en Bretagne et l'hôpital de Saint-Brieuc, c'est une grande gloire, était pionnier dans la transplantation fécale. Donc c'est super, donc en fait ça veut dire qu'il y a des gens qui vont donner leurs selles, on les traite et ensuite on les remet dans le ventre de quelqu'un. C'est un peu, je trouve ça un peu moins glorieux que le don du sang, mais c'est vachement important. Donc c'est vrai qu'après, en fait, on a de temps en temps besoin, et notamment ça a été montré pour les infections très complexes à traiter en milieu hospitalier, c'est des infections à Clostridium difficile, et ça vient de là, et c'est pour ça qu'on a commencé à développer les transplantations fécales. Et puis quand tout se passe bien, quand vous avez des pré, des pro et des postbiotiques, vous retrouvez un grain de bœuf. Voilà, donc j'en profite, je fais juste une petite parenthèse pour le docteur Vincent Renaud, à qui je communique aussi régulièrement, sur son livre qu'il a écrit sur la candidose digestive chronique, qui est un problème vraiment complexe qu'on a, qui donne des troubles digestifs chroniques et donc il est important de le traiter. Hop. Et donc je vous ai fait un petit truc aussi, on a des amis pharmaciens dans la salle, plusieurs. Et je vous ai fait un petit truc sur effectivement les probiotiques, alors il y en a plein, beaucoup, et il faut savoir un petit peu comment les utiliser. Celui-là, en fait c'est ceux qu'on trouve sur le territoire, et en fait on a l'analyse, je vous ai mis l'analyse nutritionnelle ici, du probiorégule, et vous voyez qu'en fait il y a plein de types de bactéries différentes. Alors, une toute petite parenthèse, ça va au niveau du timing? Ouais. Comment choisir un bon probiotique? Eh bien, en fait, il faut qu'il y ait au moins, minimum, 10 milliards de bactéries par prise. Donc ça, c'est important, c'est qu'il y a plein de probiotiques qui sont sous-dosés. Donc en fait, quand ça va passer la barrière digestive, vous n'aurez plus rien pour arriver ça va varier la barrière de l'estomac, l'acidité gastrique, vous n'aurez plus rien pour aller dans le reste du tube digestif. Donc il faut un minimum 10 milliards par prise avec des gélules gastro-résistantes. Donc ça, c'est de la formulation particulière. Et en fait, certaines vont montrer des effets divers et variés sur le métabolisme, notamment le Lactobacillus rhamnosus, le plantarum, le Lactobacillus, le Bifidobacterium bifidum aussi. Tout ça a montré des effets positifs sur plein de choses, sur le système digestif, sur l'obésité, mais aussi, ils ont montré que par exemple, on pouvait traiter les enfants qui avaient des caries, on les traitait 12 semaines avec les probiotiques et ça résolvait le problème de caries. Donc c'est pas uniquement sur ça, on a aussi une gamme en ce moment qui se développe beaucoup, ce qu'on appelle les psychobiotiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des bactéries spécifiques pour les gens qui sont déprimés. Et donc en fonction, en fait vous allez pouvoir choisir. Bientôt, probablement dans quelques années, on arrivera en fait à faire une carte microbiotique et à donner un traitement spécifique avec des probiotiques utiles. Donc voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs des effets utiles et des grosses études, parce que des études randomisées contre placebo en double aveugle, multicentriques, donc des grosses études qui montrent l'intérêt en fait des probiotiques, dans le traitement de l'obésité. Et vous voyez que c'est aussi un petit détail, les traitements qu'on met pour les probiotiques, c'est long. C'est qu'en fait, on ne prend pas, sauf problématique, pas 15 jours de probiotiques. Normalement, c'est minimum 6 à 8 semaines. Là, dans les études, c'est 12 semaines, et donc vous voyez qu'en fait, on a une perte de masse grasse qui est importante, et qui est plus importante dans le groupe qui a pris des probiotiques. Et une perte de poids. Donc c'est pas facile, en fait, ce qui n'est pas simple, moi, dans ma pratique quotidienne, c'est il faut choisir. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que peu de gens ont envie de prendre 15 gélules par jour, donc c'est pas facile, on fait ça de façon séquencée. Ça demande aussi des discussions parce que ça reste des choses qui peuvent être coûteuses. Donc vraiment, c'est extrêmement... En fait, il y a la théorie et la pratique et c'est pas si simple que ça.
Et là, c'était pour Alain aussi, j'ai mis des petits probiotiques avec des Akkermansia. Gros dosage hein, quand même, parce que 300 millions, ça veut dire qu'il y a 300 milliards de Akkermansia. C'est certains probiotiques américains qui n'ont pas les mêmes normes qu'ici. Et donc, on voit un petit truc au passage. Vous voyez que là, on a un petit, ici, là, on a un truc qui s'appelle les GLP1, la Glucagon-like Peptide 1. Sébastien pourra en parler, mais en fait, l'Ozempic dont on a parlé, c'est un analogue de la GLP1. Et du coup, on a des possibilités de faire avec des choses des choses qui ne sont pas forcément médicamenteuses, mais de l'ordre de la complémentation alimentaire. Hop. Pour faire la transition avec la prochaine présentation, l'effet en fait du RORI sur le microbiote, donc de l'olturie ou concombre de mer, il y a des effets connus, décrits depuis un moment, 2019 d'études, sur en fait sur la modulation du microbiote intestinal. Donc c'est vrai que le fait de prendre du RORI a un effet régulateur, et c'est pour ça, c'est Hélène qui va nous en parler un petit peu des effets du RORI, qui est en fait quelque chose qui est utilisé depuis des millénaires en médecine traditionnelle chinoise, et qui a des effets extrêmement intéressants sur le corps. Voilà, j'ai quasiment fini. Je vous ferai quelques liens intéressants si vous avez envie de vous informer. C'est du grand public, mais c'est à la fois pour les professionnels de santé et le grand public. On a une radio sur un podcast, que vous trouvez aussi sur Internet, qui s'appelle Nutri Radio, dont intervient le docteur Vincent Renaud, et aussi un podcast spécifique sur les études qui sont en lien avec le microbiote. Donc voilà, si vous avez envie dans la voiture, dans les embouteillages du matin, on en parlait pour être moins stressé, vous pouvez écouter des émissions sur la santé intégrative et sur le microbiote. Voilà. Le docteur Vincent Renaud, il nous a fait un chapitre sur la phytothérapie de la ménopause. Voilà, le docteur Vincent Renaud qui adore la ménopause, il fait aussi des podcasts sur la ménopause. Il nous a fait en fait un chapitre dans le lycée de santé. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant, très pédagogue aussi, si vous avez envie de vous informer. C'est une très bonne manière de vous informer avec des sources scientifiques et pratiques. Voilà, merci beaucoup à tous de votre attention. Des questions à un sujet passionnant.